L'événement de ce mercredi 12 décembre 2012, c'est la réaction indignée de Madame Marlichaud. Alors un jour c'est sur le Brésil, la fois d'après c'est au Japon, mais des contaminations il y en a tous les mois. Vous l'avez tous compris, l'indignation de cette pauvre fermière porte sur les politiques brutalement expansionnistes et agressives des firmes de biotechnologie végétale. Les plants de maïs de celles que la mondialisation a oubliées, pourtant amoureusement et biologiquement cultivés, ont été victimes d'une contamination à ce jour non revendiquée. Il n'y a pas de survivants. Pour aborder la controverse brûlante sur les OGM qui fait rage et enflamme le pays, nous allons nous concentrer sur une éblouissante innovation, le riz doré. Nous recevons à cet effet sur notre plateau deux éminents spécialistes, Monsieur William Carter. Vous dormez, Carter? Vous dormez. Salut, mec. Militant très engagé depuis vos toutes premières années, votre adhésion étonnamment précoce à l'association Greenpeace et vos nombreuses actions d'éclat vous ont valu le plus grand respect de la part de vos camarades et une place de premier plan dans la lutte contre le riz doré. On raconte même que vous auriez un jour refusé de disséquer votre grenouille en cours de sciences. Exactement, man. À votre droite, le professeur Lawrence, scientifique monumental, qui rentra à l'âge de, quand même, 17 ans, à l'Institut des sciences des plantes de Berne. Vous avez, par votre talent proprement prodigieux, su vous démarquer dans le domaine des OGM, notamment par votre contribution au projet emblématique du riz doré. D'ailleurs, la question qui brûle sans doute les lèvres de nos téléspectateurs est, bien sûr, qu'est-ce que ce fameux riz doré? Bonjour. 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 Le riz doré au Golden Rice est une variété de riz produite par modification génétique touchant la voie de biosynthèse du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, dans la partie comestible du riz, l'endosperme. Sa principale portée est de répondre aux carences en vitamine A. Qui, dans 118 pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, où la part du riz dans l'alimentation des couches les plus pauvres de la population peut atteindre jusqu'à 80%, touche près de 124 millions de personnes et sont responsables chaque année de plus de 2 millions de morts, 500 000 nouveaux cas de cécité et de plusieurs millions de cas de Xérophthalmie, un état de sécheresse avec atrophie de la conjonctive bulbaire qui conduit à une opacité de la cornée et une perte plus ou moins complète de la vision. Si vous le permettez, je crois qu'il ne serait pas superflu de vous définir plus clairement ce qu'est la vitamine A et son rôle dans l'organisme. Le terme de vitamine A au sens strict est généralement réservé à sa forme la plus biologiquement active, le rétinol. Il provient de la transformation de l'ester de rétinol par les enzymes du pancréas et est ensuite réestérifié dans l'intestin avant d'être acheminé vers le foie. La provitamine A, ou bêta-carotène, est l'un des 10 caroténoïdes précurseurs de la vitamine A, qui peuvent donc se transformer en vitamine A ou en rétinol au niveau de l'intestin. Grâce à sa structure chimique, deux grosses molécules de rétinol soudées par le milieu, le bêta-carotène est le précurseur le plus efficace. Une carence en vitamine A, si elle est prolongée, peut être mortelle. Elle intervient également dans la croissance osseuse et a une importance capitale pour la vision. En effet, grâce à ses différentes formes, elle est capable de former une photopile dans les cellules nerveuses de l'œil, les bâtonnets. Avec l'opsine, une protéine photosensible, le rétinal 11-CIS, une autre forme de la vitamine A, forme la rhodopsine, un pigment protéique où l'atome d'oxygène est remplacé par un azote protoné lié au reste de la protéine. Les doubles liaisons forment un système conjugué qui absorbe un photon pour se déplier. Le proton lié à l'azote est alors transporté à travers la protéine et déclenche l'influx nerveux. La protéine devient la méta-rhodopsine 2, qui se dissocie en opsine et en rétinal altrans. Après l'action de la déshydrogénase, le rétinal altrans est transformé en rétinol altrans, subit l'action d'une isomérase et enfin d'une seconde déshydrogénase pour redonner du rétinal 11-CIS et boucler le cycle. Pour en revenir à notre Golden Rice, la première génération a été créée par l'équipe de Ingo Potricus de l'Institut des sciences des plantes à l'Institut fédéral suisse de technologie, en collaboration avec Peter Beyer de l'Université de Fribourg. Le projet débute en 1992 et au moment du rapport en 2000, le riz doré est considéré comme une découverte majeure en biotechnologie. En effet, les chercheurs sont parvenus à élaborer une voie de biosynthèse entière. Pour parvenir à un tel résultat, ils ont intégré dans le génotype de la plante 3 gènes codant la biosynthèse de la bêta-carotène, 2 gènes de jonquille et un gène de la bactérie Stol Erwinia uredovora. Ainsi, le géranil diphosphate, naturellement présent dans l'endosperme, sous l'action de la phytoène synthase, enzyme codée par le gène SYP de la jonquille, est transformé en phytoène. La carotène désaturase, codée par le gène CRT1, de la bactérie Erwinia uredovora, va ensuite permettre de catalyser de nombreuses étapes de la transformation du phytoène qui vont aboutir à la formation de lycopène, un caroténoïde. Le lycopène est par la suite transformé en bêta-carotène par l'action de la lycopène cyclase, enzyme codée par le gène CYP de la jonquille.
Cette première génération de riz doré produit 1,6 microgrammes de lycopène par gramme de riz, ce qui est malheureusement insuffisant pour couvrir les AJR d'un adulte. Mais, heureusement, une équipe de chercheurs de la compagnie Syngenta a mis en évidence le rôle de goulot d'étranglement de la phytoène synthase obtenue à partir du gène de jonquille. En lui substituant un gène homologue prélevé sur le maïs, le niveau de provitamine A pu être substantiellement accru. Nouvelle génération, Réalisé en 2005. qui est appelé riz doré 2, produit jusqu'à 37 microgrammes de lycopène par gramme de riz. On estime aujourd'hui que consommer 144 grammes de ce riz pourrait suffire à couvrir les AJR d'un adulte. Ce qui est tout à fait compatible avec le niveau de consommation de riz dans les pays concernés, qui avoisine les 200 grammes par jour et par enfant. Savez-vous si d'autres générations de riz doré sont prévues, professeur Lawrence? Bien sûr, monsieur Johnson, bien sûr. Les biotechnologies sont en progrès constant, et le riz doré n'échappe pas à la règle. Ainsi, les recherches se poursuivent actuellement pour améliorer de manière significative les qualités nutritives du riz doré, en augmentant les niveaux et la biodisponibilité de la provitamine A, de la vitamine E, du fer, du zinc, etc. Il est également prévu d'ajouter au patrimoine génétique du riz doré la séquence codante de l'alpha-tocophérol ou vitamine E, sachant que la présence de cette substance devra également accroître la teneur du riz en provitamine A. Mais le plus révolutionnaire reste encore la construction de toutes pièces d'un gène capable de synthétiser une nouvelle protéine, constituée d'un mélange équilibré des 9 acides essentiels que le corps humain est incapable de fabriquer, et que l'on doit puiser dans l'alimentation. Il serait impossible d'obtenir de tels avantages par les méthodes traditionnelles d'hybridation. De plus, toutes ces caractéristiques intéressantes pourraient être transformées à la pomme de terre, au maïs, au colza, au blé, à la patate douce ou aux autres denrées de base de l'alimentation. Merci à vous, professeur Lawrence, pour cet interminable mais enrichissant discours. Maintenant que nous en savons un peu plus sur tous ces détails techniques et totalement incompréhensibles, la question qui brûle sans doute les lèvres de nos téléspectateurs est: le riz doré, est-ce la vraie solution? Alors, monsieur Carter, si vous pouviez nous informer des effets néfastes du riz doré? Bien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de controverses sur les OGM. Cela peut concerner les allergies, des contaminations de la chaîne agroalimentaire, des risques de transfert des gènes à l'organisme. Bref, les impacts des OGM sur l'environnement et la santé sont multiples. Thèse! Tout le monde sait que l'ADN se dégrade dans l'estomac, et qu'un mécanisme de transfert de gènes a été mis en évidence. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Carter maintenant. Merci. Je disais donc que la transgénèse est de nos jours source de nombreux problèmes. Et pourquoi, je vous prie? Tout simplement parce que cette pratique rompt totalement avec l'ordre naturel des choses. Elle est contre nature. C'est votre point de vue, monsieur Carter, mais Je tiens tout de même à rappeler que la parole est à... le transfert horizontal existe dans la nature. Bref, je disais, je ne suis pas sans savoir qu'ils peuvent répondre à certains besoins et dans des milieux différents. Mais, pour revenir à mon propos initial, les impacts des OGM sur l'environnement et la santé sont potentiellement irréversibles et donc gravissimes. Mais par-dessus tout, ils sont sous-évalués. Ainsi, lorsqu'on se penche vers ces aspects moins reluisants de ce bouleversement, et je pèse mes mots, agronomique, on constate au contraire que les dégâts sont réels. Vous sembliez adhérer au principe de cas par cas, monsieur Carter. Alors citez des exemples et ne généralisez pas. Mais avec plaisir, professeur Lawrence. On sait tous que la culture d'OGM en plein champ conduit inévitablement à sa dissémination dans l'environnement. Elle peut ainsi provoquer une contamination à grande échelle et répandre son code génétique, ce qui est désastreux pour la biodiversité. Elle peut en outre être à l'origine de l'apparition de populations de bactéries résistantes aux antibiotiques ou de populations d'insectes résistantes à certaines toxines traditionnelles. De plus, si certaines plantes génétiquement modifiées sont capables de répondre à des carences, rien n'affirme l'absence d'effets secondaires, d'impact sur la santé. C'est d'ailleurs le cas pour le riz doré. L'absence de preuves N'est pas la preuve d'absence. Je sais. Mais je parlais d'exemples concrets, monsieur Carter. Pas des suppositions chimériques d'un faucheur volontaire. Eh bien, l'affaire du papillon monarque, du maïs BT. Et si nous en revenions à ce qui nous concerne? Pardon? Le Golden Rice. Ah oui. Eh bien, je pourrais avancer qu'aucun risque particulier n'a été décelé. Puisqu'aucune étude sérieuse et indépendante concernant le risque sur l'environnement et la santé n'a été menée. Je tiens également à rappeler que vos méthodes d'expérimentation sont incomplètes et inadaptées. C'est-à-dire, monsieur Carter? C'est-à-dire que le principe d'équivalence en substance n'a aucune raison d'être appliqué, compte tenu des méthodes employées. C'est le produit fini qui a été considéré, monsieur Carter. Et une fois qu'on a accepté ceci, on constate qu'il y a beaucoup de risques potentiels, mais bien peu de risques avérés. Vous admettez donc qu'il y a des risques? Je ne l'ai jamais nié. Personne ne l'a jamais nié. Le risque zéro n'existe pas, monsieur Carter, et il n'existera jamais. On ne peut que s'évertuer à réduire les probabilités d'apparition d'un risque avéré. Pour en venir à vos exemples,
la probabilité d'apparition d'une population de bactéries résistantes aux antibiotiques est de l'ordre du milliard de milliardième. Le cas du papillon monarque ne concerne qu'une seule variété de BT parmi la dizaine aujourd'hui cultivée. S'il vous plaît, le Golden Rice. C'est ma faute, monsieur Johnson. Bien. Professeur Lawrence, vos tests sont en plus de cela réalisés dans des conditions inacceptables. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je parle des essais de riz doré que vous avez entrepris et menés sur 24 jeunes enfants chinois pendant l'été 2008. Savez-vous qu'il est interdit de pratiquer pareilles expériences sur des personnes innocentes? Foutaise! Sachez que toutes les mesures de sécurité possibles et envisageables ont été mises en place. Tant plus que ces jeunes gens ont tous été volontaires, sans exception. Non. Si, de toute façon, les tests ont été annulés. Et grâce à qui?